En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir invité le CICR à participer à ce colloque. Et j'ai déjà entendu donc de nombreux points qui ont été soulevés par vous-même et par René Frohman, et donc qui introduisent effectivement une série de questions d'ores et déjà pour le débat et qui suscitent, pour ma part, un certain nombre d'observations préliminaires, mais qui montrent d'ailleurs à quel point il est parfois nécessaire d'avoir des repères juridiques, non pas pour faire un excès de juridisme, mais pour pouvoir, j'allais dire, classer, interpréter les choses et les mettre là où elles doivent être. Et parce que aussi souvent le DIH est finalement accusé à tort, et je voudrais dire d'emblée qu'il n'est pas responsable de tout, et que ses dispositions ne peuvent pas guérir de tous les maux, et notamment dans les situations contemporaines de violence armée que nous connaissons. Et c'est pour ça que je serai obligée de faire un certain nombre de rappels objectifs, froids, sans parti pris, pour mieux montrer l'état actuel de ce droit, qui, il est vrai, a un certain nombre de défis à relever. Des défis généraux d'adéquation au contexte contemporain, et puis également, c'est vrai, un certain nombre de défis plus sectoriels, à supposer que l'on se trouve dans une situation de conflit armé international ou international qualifié de tel, ce qui n'est pas la majorité des situations. Et c'est vrai, bien sûr, que ce qui peut apparaître comme un décalage entre, d'une part, un corpus de règles extrêmement précis, extrêmement détaillé, règles contraignantes et obligatoires tant pour les États que pour les entités non étatiques, donc d'une part, et d'autre part, les exactions quotidiennes que l'actualité nous rapporte et que vous avez décrites avec une pointe d'ironie, méritent naturellement que l'on s'y attarde et que l'on l'analyse, parce que bien sûr ce décalage est difficilement compréhensible. Pour autant, et je voudrais dire que le DIH a tout de même montré son utilité, et qu'il le démontre encore dans un certain nombre de situations, soit anciennes, soit plus récentes, qualifiables de conflits armés internationaux, c'est-à-dire opposant deux ou plusieurs États, et même dans des conflits armés non internationaux, je reviendrai sur les définitions exactes tout à l'heure, où seul l'article 3 commun aux 4 conventions parfois est la seule disposition qui sert absolument à l'action humanitaire, mais même dans ces cas-là, le DIH a pu montrer encore une fois son utilité et le prouve encore. Je citerai un seul exemple, par exemple, ne serait-ce que les visites que le Comité international de la Croix-Rouge effectue vers les personnes qui sont détenues, qu'elles aient la qualité de prisonniers de guerre ou qu'elles ne l'aient pas, qu'elles soient simplement détenues civiles, puisque c'est environ 500 000 personnes qui sont visitées chaque année. J'allais dire que l'utilité du DIH se mesure aussi parfois par les mots qu'elle permet d'éviter, ne serait-ce que grâce à l'emblème du CICR et des sociétés nationales de Croix-Rouge, Croissant-Rouge, ou même de Cristal Rouge depuis 2005. Cela étant dit, et sans vouloir pécher par trop de pessimisme d'emblée, ma première réaction serait quand même de souligner que les questions qui ont d'ores et déjà été posées par vous-même et par René sont pertinentes à supposer que l'on se trouve dans un contexte de conflit armé, international ou interne, puisque tel est le champ d'application exclusif du droit international humanitaire. Or, nous le savons, les situations contemporaines de violence armée, en dehors des situations récentes en Irak, en Afghanistan, au Liban que vous avez cité, par exemple plus récemment en Géorgie, mais la plupart des situations de violence armée contemporaine
ne répondent pas à la qualification de conflit armé international ou non international, et donc ne sont donc pas susceptibles de relever du droit international humanitaire. Et ce sera un des points peut-être sur lesquels, si j'ai le temps, je reviendrai. Donc, à supposer que le DIH soit applicable à une situation donnée, encore une fois, une situation qui demeure maintenant infiniment mince, force effectivement est de constater qu'il n'est pas pleinement respecté et que bien souvent les violations que nous constatons ne sont pas des violations banales, mais des violations des droits fondamentaux des personnes dans leur intégrité tant physique que morale, et c'est un constat qui nous amène bien entendu à nous interroger sur les mécanismes qui permettent de contrôler une application rigoureuse du droit international humanitaire et, le cas échéant, de sanctionner son non-respect. Est-ce que ce sont des mécanismes performants que ceux qui existent aujourd'hui? Je crois que ce sont plutôt des questions auxquelles il sera répondu demain, mais je souhaitais quand même les poser parce que je pense que l'un des principaux défis aujourd'hui est bien celui-ci, et à savoir la manière de répondre aux violations de cette branche du droit international. Je voulais aussi ajouter que l'applicabilité du droit international humanitaire à une situation donnée et la qualification de celle-ci conditionne aussi la légitimité de l'action humanitaire, donc la légitimité de la présence aussi des personnels humanitaires, de leur protection, ainsi que l'accès aux populations. Et à cet égard, dans les contextes de conflits armés ou de violences armées, je voudrais rappeler que la préoccupation première, la vocation première du CICR dans le cadre de son mandat, le mandat qu'il reçoit des 194 États partis, donc de tous, partis aux conventions de Genève de 1949, et de protéger les victimes, de leur porter secours et assistance, et ce, quelle que soit la qualification du conflit, puisqu'il n'appartient pas au CICR de le qualifier, encore moins de le définir, hein, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est l'objet du droit et pas du CICR. Et encore une fois, le CICR s'efforce d'intervenir dans ces situations, et même effectivement dans d'autres contextes de violence armée, et ce non plus en vertu du mandat qu'il a reçu des États, en vertu des conventions, mais en vertu de ce qu'on appelle le droit, notre droit d'initiative, qui est inscrit dans les statuts du mouvement international. Alors vous allez me dire, les statuts du mouvement international, ce ne sont que des statuts internes, on va dire pas tout à fait, on parle de soft law, dans la mesure où ces statuts sont adoptés dans le cadre des conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et qu'à cette conférence, les représentants des États sont présents, donc on parle de soft law. Et donc c'est ainsi que le CICR va intervenir dans des situations extrêmement différentes, comme par exemple en Afghanistan, même si la situation a changé depuis le moment où le CICR y était la première fois, et donc une situation de conflit armé, international ou non international, ou alors dans des situations comme au Brésil ou au Mexique, qui présentent des caractéristiques tout à fait nouvelles. Il n'en demeure pas moins que, je vais dire, la mission, les activités du CICR sont à peu près les mêmes, mais les besoins des populations assistées sont multiples. Il peut s'agir de survie immédiate, mais il peut s'agir aussi de veiller tout simplement à la protection des personnes arrêtées ou disparues, ou encore de répondre aux attentes des populations déplacées, dont on estime le nombre à plus de 27 millions, pour des raisons dues aux conflits armés. Donc vous le voyez, ce sont autant de situations où, quelle que soit la qualification du contexte au regard du droit international humanitaire, le CICR va intervenir, mais où le fondement juridique est relativement mince au regard du droit international humanitaire, et finalement la préoccupation première, le fondement, va être le respect de principes fondamentaux qui vont transcender les qualifications et qui, parce que ce sont des principes fondamentaux, doivent être respectés par tous, États ou groupes armés non étatiques, nonobstant leur adhésion au texte conventionnel ou pas. Alors, il ne s'agit pas pour moi, naturellement, de réduire
Le DIH a quelques principes, mais force est de constater qu'au vu de leur champ d'application conventionnel actuel, les conventions de 49 et les protocoles de 77 sont peu ou pas applicables aux situations contemporaines. Et donc, ces remarques préalables un peu générales pour vous montrer que traiter du sujet que vous m'avez demandé de traiter, l'état actuel du DIH suppose, dans un premier temps, de nous entendre, pas de bien comprendre, pas de nous entendre, mais de bien comprendre ce qu'est le DIH, pour pouvoir ensuite regarder en quoi il peut être amélioré et voire mieux respecté. Très rapidement, bien que vous l'ayez déjà fait, qu'est-ce que le DIH? Le DIH est un droit de protection des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités. Le droit international humanitaire aujourd'hui est essentiellement composé d'une assise conventionnelle d'une part, d'une assise coutumière d'autre part. L'assise conventionnelle, ce sont les 4 conventions du 12 août 1949, auxquelles se sont ajoutés en 1977 2 protocoles additionnels. Les 4 conventions de 1949 traitent des militaires, je passe le détail pour les 2 premières conventions, blessés et malades sur les champs de bataille, 3e les prisonniers de guerre, 4e les populations civiles. Le protocole 1 de 1977 traite de la protection des personnes durant les conflits armés internationaux. Le protocole 2, conflits armés internationaux, non internationaux. Quelle est la définition qui en est donnée? Qui est donnée non pas par le CICR, encore une fois, mais qui est donnée par le droit international humanitaire. Les conventions disent un conflit est international lorsqu'il oppose 2 ou plusieurs États. Je dis au passage quand même que les 4 conventions s'appliquent aussi en cas d'occupation d'un territoire. Le protocole 1, effectivement, vous avez raison, a renforcé la définition des conflits armés internationaux en y ajoutant les situations dans lesquelles les peuples luttent dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là-dessus, je vous renvoie aux commentaires Pictet, les commentaires officiels des protocoles, pour bien examiner les circonstances dans lesquelles ces guerres de libération nationale, ces guérillas comme on les appelait alors, ont été introduites en 1977, essentiellement pour couvrir la lutte menée par l'OLP à l'époque d'une part, et d'autre part pour couvrir les situations d'apartheid en Afrique du Sud et en Rhodésie. Voilà pour les conflits armés internationaux. Les conflits armés dans l'international protocole 2, vous l'avez dit, ce sont des conflits armés qui se déroulent sur le territoire d'un État et qui opposent soit les forces armées de cet État à un ou plusieurs groupes armés dissidents, soit sans que l'État ne soit en cause dans le conflit, 2 ou plusieurs groupes armés les uns contre les autres. Et ce, sous réserve qu'un certain nombre d'autres conditions soient remplies et notamment exerce sur une partie du territoire et sur une partie de la population une autorité suffisante de manière à pouvoir distinguer ces situations de troubles justement internes ou de tensions, de troubles intérieurs, pardon, de tensions internes. Donc il y a une question d'intensité effectivement qui est là aussi. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, j'allais dire, à part la situation en Colombie, peu de situations répondent à cette définition du conflit armé non international. Et même lorsque nous avons des situations qui répondent objectivement, froidement à cette définition, bien souvent le protocole 2 ne peut pas s'appliquer, non seulement parce que l'État sur le territoire duquel se déroulera le conflit n'est pas parti, mais surtout parce que même s'il est parti, comme c'est le cas pour la Colombie, il ne va pas reconnaître l'existence d'un conflit armé d'un international sur ce territoire. Donc, voilà les définitions, voilà l'assise conventionnelle du droit international humanitaire. Autrement dit, cela signifie que toutes les situations de troubles intérieurs, de tensions internes, autrement dit la majorité de ce que l'on rencontre au jour d'aujourd'hui, sont couvertes essentiellement par l'article 3 commun aux conventions de Genève, qui énonce un certain nombre de principes essentiels, on l'appelle la mini-convention dans les conventions,
et que le CICR sera fondé à agir, est fondé à agir dans ces situations-là, encore une fois, non pas sur le fondement vraiment des conventions, mais sur le fondement de son droit d'initiative. Donc vous voyez qu'ensuite, les questions que nous nous posons, ou que vous posez plutôt, autour des personnes détenues, autour de la distinction civil-combattant, bien sûr, mais voilà, il faut d'abord bien réaliser que le champ d'application actuel du DIH ne répond pas forcément aux situations que nous rencontrons. Assise conventionnelle, assise coutumière, il en a été dit un mot, et je m'empresse de dire qu'il n'existe qu'un droit coutumier et pas plusieurs versions. C'est après une étude d'une dizaine d'années que, mandaté par la conférence internationale d'ailleurs, que le CICR non seul mais entouré d'experts universitaires et gouvernementaux, donc après une étude de 10 ans, que le CICR a publié donc ce qu'on appelle l'étude de droit international humanitaire coutumier et qui contient 161 règles qui sont applicables en période de conflit armé, international et non international. Effectivement, ces règles n'ajoutent pas à ce qui existe aux dispositions des conventions et des protocoles. Elles sont d'application plus simple, plus accessible à la compréhension de tous, et simplement dans le cadre des conflits armés non internationaux, il y a un certain nombre de règles qui étaient conventionnellement réservées, on va dire, aux conflits armés internationaux et qui, un peu par extension, donc se fondant encore une fois sur la pratique acceptée des États, bon, je ne vais pas revenir sur la définition des coutumes, mais s'appuyant sur les pratiques des États, ont permis de dégager un certain nombre de règles qui s'imposent à tous, en toutes circonstances. Quand je dis à tous, États comme entité non étatique. Donc là, plus besoin de regarder si l'État est parti ou pas parti au protocole 1 ou au protocole 2, on regarde l'essentiel. Et encore une fois, au jour d'aujourd'hui, la plupart du temps, ce ne sont pas des violations banales, ce sont des violations importantes du droit international humanitaire que nous constatons, et il faut bien en revenir à des principes fondamentaux. Ceci étant dit, on remarque bien sûr que le droit international humanitaire n'est pas toujours respecté. Mais avant cela, je voudrais aussi dire que le droit international humanitaire, ce qu'il n'est pas, parce que vous avez beaucoup parlé d'autres branches voisines du droit, mais qu'il convient de ne pas mélanger. Le droit international humanitaire n'est pas le droit de la paix, c'est-à-dire le droit de New York, le droit de l'ONU. Hein. Ce n'est pas le droit de la paix. Le DIH, effectivement, n'est pas pacifiste, et le CICR n'est pas un mouvement pacifiste non plus, d'ailleurs. Le DIH n'est donc pas le droit de la paix. Ce n'est pas le DIH qui va déterminer si un État a ou pas le droit de recourir à la force. Cela, c'est le droit de l'ONU. Le DIH doit également être distingué du droit du droit de la guerre, du droit de la paix. Tu as fait référence et M. Lagoussi, aux références, au règlement ancien de 1899 et il est bien clair que même si depuis 1977 le droit international humanitaire a introduit un peu, j'allais dire, de droit de la haie en interdisant le recours à certaines armes, à certains moyens de combat, en limitant ou en interdisant certains moyens de combat, il ne les liste pas. Ceci est une autre branche du droit. Le DIH n'est pas non plus le droit des droits de l'homme. Ce sont deux branches qui sont complémentaires, qui peuvent se superposer dans certaines situations, mais ça ne fait pas du droit international humanitaire une branche des droits de l'homme. Monsieur Lagos, vous parlez de torture tout à l'heure, oui bien sûr. La torture est l'exemple même de ce qui est interdit en temps de paix comme en temps de guerre, dans toutes les situations. C'est donc une interdiction commune à ces branches voisines. Mais je vais dire, le plus du droit international humanitaire par rapport au droit international des droits de l'homme,
c'est que précisément il va s'appliquer dans des situations où le droit des droits de l'homme ne s'applique plus, dans des situations où un État va pouvoir déroger aux règles des droits de l'homme. Bon, pour autant, on retrouve dans les deux ce qu'on appelle un noyau dur, donc de garantie fondamentale, le droit à la vie, évidemment, l'interdiction de la torture, l'interdiction des traitements inhumains, cruels, dégradants, etc., etc. Donc on retrouve un noyau dur, et dans les situations dont je parlais tout à l'heure, de zone grise, comme on les appelle, ben, si ce n'est pas le DIH auquel il va être fait référence, ça va être au droit international des droits de l'homme. Donc on oscille comme ça entre les deux. Mais il faut bien faire attention aux distinctions. De la même façon, pour en finir avec ça, le droit international humanitaire n'est pas le droit international pénal. Et aucune comparaison ne doit être faite entre les dispositions du droit international humanitaire d'une part et les dispositions, par exemple, du statut de la Cour pénale internationale, mais également d'autres tribunaux internationaux ad hoc. Le DIH est une chose, le statut de la CPI en est une autre. La Cour pénale internationale est simplement un instrument nouveau qui permet, en temps de conflit armé, mais pas seulement, de poursuivre les auteurs, quelle que soit leur fonction, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Voilà. Le DIH, d'ailleurs, ne parle pas de crimes contre l'humanité. Le DIH pur ne parle que d'infractions graves au DIH. Ces infractions graves, d'ailleurs, si on parle toujours purement, ne peuvent être rencontrées qu'en cas de conflit armé international. Alors maintenant, on va parler de violations graves parce que la jurisprudence, notamment des tribunaux pénaux internationaux, ex-Yougoslavie puis Rwanda, dit que oui, on peut aussi parler de violations graves de manière générale, y compris dans le cadre d'un conflit armé non international. Mais pour autant, le DIH strict, en dehors d'une disposition commune qui impose aux États de rechercher, poursuivre, juger ou extrader les auteurs présumés d'infractions graves au DIH, ne sanctionne pas. Donc le DIH n'est pas le DI pénal. Voilà. Donc tout ça étant bien compris, il n'en demeure pas moins, encore une fois, que ce droit international humanitaire dans les situations où il pourrait s'appliquer n'est pas bien appliqué pour différentes raisons. La première, certainement, est l'un des arguments est de dire la situation de violence que nous rencontrons n'est pas couverte par le droit international humanitaire. Donc, ce faisant, ça peut arranger un certain nombre, ou ça peut justifier, ça peut permettre de justifier en tous les cas un certain nombre d'exactions. Donc, la zone de non-droit invoquée par certains permet donc de justifier. C'est un des arguments. Un deuxième argument peut être le rejet ou la remise en cause par des entités non étatiques qui ne s'estiment pas devoir être liées par des instruments conventionnels qu'elles n'ont pas signés. Encore que, en principe, les dispositions conventionnelles de droit international humanitaire sont opposables à tous. Nous avons les règles de droit coutumier et de toute façon nos 7 principes fondamentaux qui nous permettent de répondre à cela. Puis enfin, la troisième critique que l'on entend très souvent, c'est le rejet du DIH comme étant un droit occidental. Et là, je rejoindrai Ronnie lorsqu'il parlerait de référence, non, c'est pas référence, je me souviens plus, philosophique, de courant philosophique, non, de statut philosophique, je parlais de statut philosophique. Moi, je dirais qu'il n'y a pas un statut philosophique, enfin, je ne sais pas s'il y a un statut philosophique, mais en tous les cas, il y a un fondement philosophique, parce qu'il faut quand même toujours se souvenir qu'avant Dunant n'a pas inventé le DIH. Dunant n'a fait que permettre le passage au droit de règles qui étaient déjà existantes, de règles qui sont d'ailleurs communes à toutes les religions, à toutes les civilisations, et je n'ai pas le temps ici d'en faire le détail. Mais il n'a pas inventé le DIH, il a simplement permis
la laïcisation du DIH, puisqu'avant c'était plutôt la référence, des références divines, donc il a permis la laïcisation. Ce droit est un droit universel, ne serait-ce que par son fondement. Et c'est vrai qu'avant Dunant aussi, et après ces références un peu anciennes dont je parle, des Grotius, Rousseau, naturellement, on peut trouver des références philosophiques extrêmement fortes, évidemment dans le DIH, dont le principe premier, est le principe d'humanité, de là découlent les 7 autres. Un mot pour finir, parce que je pense que je suis trop longue sans doute. Mais un mot pour finir sur les défis actuels. Mais pour parler des défis actuels, on est obligé de parler de ceci. 2 directions, effectivement. Le CICR a estimé en effet nécessaire de regarder d'un peu plus près, d'analyser les situations que nous rencontrions sur le terrain et de regarder avec les dispositions pertinentes, applicables du droit international humanitaire aujourd'hui, si ces dispositions du droit étaient ou pas adéquates aux situations opérationnelles. Alors, quelles conclusions en ressortons très rapidement? Première conclusion, on dit que finalement, ce droit international humanitaire, il est assez bien adapté au niveau de son contenu. Hein, je ne parle plus du champ d'application, mais qu'il est assez pertinent dans son contenu et qu'a priori, il faudrait mieux veiller à ne pas le remodeler et en tous les cas, à ne pas tenter de le remplacer par autre chose. Première chose. Deuxième chose, pour un certain nombre de contextes bien particuliers, nous estimons que oui, peut-être, il devrait y avoir un certain nombre d'améliorations à apporter, de clarifications, de précision, pour éviter justement des interprétations qui pourraient être dévoyées, qui pourraient dévoyer le DIH plus exactement, et en tous les cas qui pourraient être au contraire aux droits élémentaires, aux droits fondamentaux des personnes. Une de ces premières directions qui a été évoquée tout à l'heure, effectivement, est relative à la participation directe des personnes, des civils, aux hostilités en DIH. Et M. Lagoud l'a dit, au bout de quelques années de recherche, encore une fois en coopération avec des experts universitaires et gouvernementaux, le CICR a publié donc un guide interprétatif. Hein. Donc interprétatif, ça veut dire que c'est l'interprétation du CICR. Alors nous espérons bien entendu que nous allons convaincre les États et les groupes anecdotiques de notre interprétation. Bon, j'ai à peine le temps d'en faire le détail. Le but de cela est quoi? C'est de rappeler le principe. Le principe, c'est quoi? C'est le civil ne participe pas aux hostilités, donc il bénéficie d'une protection totale. C'est très simple ce que je dis. Le civil, voilà. Mais dès lors que ce civil participe aux hostilités, alors il perd, pendant le temps de sa participation aux hostilités, sa qualité de civil et donc sa protection. Voilà, mais comme j'aurais peut-être pas le temps, je vous avais dit que je devais partir, donc je le dis maintenant. Donc voilà, c'est ça. Bien. Première chose, autre domaine dans lesquels nous réfléchissons et pour lesquels il n'y a pas encore de solution de données, ce sont les garanties fondamentales à accorder aux personnes détenues. Ce sont les personnes déplacées que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est l'environnement naturel, donc la protection contre les attaques, bien sûr. Et puis le quatrième domaine identifié comme nécessitant une clarification, ce sont les réparations à accorder aux victimes des violations du droit international humanitaire. J'ai bien le sentiment d'avoir été longue sans doute, et il y aurait beaucoup à dire, et je pense bien qu'on y reviendra dans le débat. Mon message, c'est ça, c'est de dire faisons attention à ce dont on parle. Le DIH n'est pas la cause de tous les maux, et il ne peut pas être responsable non plus de tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.